Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le gouvernement français a annoncé cette semaine son plan pour une industrie verte. Le président Macron a également effectué cette semaine un déplacement à Dunkerque pour annoncer l'ouverture d'une usine de batteries électriques par un fabricant taïwanais. La France souhaite devenir un acteur majeur en Europe dans ce domaine. Alors pourquoi revenir sur ces actualités ? Eh bien parce que la rédaction de KTO vous propose de mettre la transition énergétique en débat. Les politiques actuelles sont-elles suffisantes pour lutter contre les causes du dérèglement climatique ? Comment résonnent-elles avec l'appel du pape François à la sauvegarde de la maison commune? Faut-il trancher entre sobriété et croissance? Quelle perspective face à nos besoins énergétiques? Et puis nous évoquerons également les objectifs de développement des pays du Sud. Est-ce que cette lutte contre le dérèglement climatique est-elle compatible avec les aspirations de ceux qui y vivent? Et bien pour ce débat, nous avons convié deux invités qui sont engagés, passionnés, experts du sujet. Vincent de Riva, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et Nathalie Wallenhorst, merci. Je vous présente brièvement Vincent de Riva. Vous avez été PDG d'EDF Énergie pendant 16 ans, la filiale britannique d'EDF, qui est le plus grand producteur d'électricité au Royaume-Uni. Vous avez contribué à la relance du nucléaire outre-Manche. Vous avez été membre du comité exécutif d'EDF de 2010 à 2017. Autrement dit, vous avez vécu de l'intérieur ces grandes évolutions de ces 40 dernières années. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là, vous allez nous en parler. Vous avez consigné un certain nombre de chroniques au fur et à mesure de votre aventure professionnelle dans ce livre We Need Power, Don't We? Peut-être un mot d'ailleurs sur ce titre de cet ouvrage publié aux éditions Télémac. D'où est-ce que ça vient, ce titre? Je l'ai emprunté à la reine Elisabeth. À quelques occasions, quand je lui ai été présenté, elle m'a dit à chaque fois « We need power, don't we ?» Nous avons besoin d'électricité, n'est-ce pas? Et je pense qu'elle voulait dire en même temps nous avons besoin de nucléaire, parce qu'elle savait que j'étais le patron du parc nucléaire britannique et je développais le nucléaire, mais elle ne pouvait pas le dire aussi explicitement, parce que c'est toujours des sujets très politiques. Et derrière le mot « power », il y a le mot aussi puissance, capacité de faire. Et je pense qu'elle voulait dire aussi « we need the power to make it happen », faire en sorte que les choses se réalisent. Nathanaël Wallenhorst, vous êtes doyen de la faculté d'éducation de l'Université catholique de l'Ouest, politologue, également docteur en sciences de l'environnement. Vos recherches d'ailleurs se concentrent autour de ce triptyque éducation, environnement, politique. Parmi vos ouvrages, je cite Vortex, qui paraît chez Payot. Vous avez coécrit avec Laurent Testo. Et puis Qui sauvera la planète chez Actes Sud. Vous appelez une lecture critique du néolibéralisme, mais vous allez nous le dire au fur et à mesure de cette émission. Vous critiquez aussi le capitalisme rentier spéculatif. Mais je voudrais juste citer votre introduction qui peut nous permettre de commencer cette émission. Vous dites dans cette introduction de Qui sauvera la planète, j'étais submergé tant le brouhaha ambiant m'empêchait de voir clair. Au milieu des interpellations politiques de tous bords, de la clameur des militants et des alertes lancées par les scientifiques, je ne parvenais pas à prendre toute la mesure de ce qui se passait, ni à démêler ce qui relevait de la science et de ce qui relevait de la politique. On est un peu perdu de fait. Oui, tout à fait. En tout cas, on est perdu aussi tout simplement parce que ce qu'il se passe aujourd'hui, on n'a pas forcément les mots, les outils conceptuels pour les penser, parce que la façon dont nous avons été formés par l'école, c'est à partir d'un ensemble de corpus de savoir, de logiques de compréhension du monde qui sont autres que celles qui animent aujourd'hui le corpus des savoirs scientifiques. Donc, je suis né en 1980, j'ai eu mon bac en 1998 et puis j'ai soutenu une thèse en 2008. Et à aucun moment dans mon cursus, les savoirs bioclimatiques relatifs au climat ou à la biodiversité ne sont arrivés dans mon champ de conscience. Et puis, le corpus des savoirs scolaires qui m'a façonné, qui m'a marqué, c'était un corpus vraiment tout conduit, animé par des logiques de continuité, c'est-à-dire demain est dans le prolongement d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle si on travaille bien, on va avoir un avenir, etc. Voilà. Et à un moment donné dans mon parcours, j'ai découvert les savoirs bioclimatiques, les plus grandes revues à comité de lecture, les Nature, Science, etc. Et là, j'ai découvert un univers dont j'ignorais l'existence et des logiques paradigmatiques, des façons d'identifier le monde et de les comprendre, qui étaient organisées autour de la rupture. Ah, demain peut être n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Vincent de Riva, vous avez eu à un moment aussi cette prise de conscience? Je suis ingénieur de formation. Je le dis au début de mon livre, je rends hommage à la fée électricité, à la magnifique fresque
que Raoul Dufy a peinte en 1937 et qui rend hommage à la fée électricité, non pas comme une fée magique, mais comme source de progrès. Je crois en la science, en la technique, en l'industrie. Et vous êtes ingénieur hydraulicien. Ouais. Et la fée électricité n'a pas de baguette magique. Elle a besoin des hommes et des femmes pour agir et agir pour le bien commun. Et je reprends ma question. Il y a un moment où vous avez eu cette prise de conscience de la nécessité d'agir différemment du fait du dérèglement climatique. Alors, sur le dérèglement climatique, c'est clair que cette prise de conscience, pour moi, elle s'est faite pendant mes années britanniques. Et je suis de ceux qui ont été convaincus que le changement climatique était la conséquence de l'action des hommes. Je ne suis pas un climato-sceptique, et je dis ça sans agressivité pour ceux qui doutent encore. Concernant le climato-sceptisme, vous le savez, le principe de cette émission, c'est que les téléspectateurs ont pu envoyer des messages, des questions. Bruno, par exemple, qui dit il y a un réchauffement dû à l'activité humaine, mais est-on bien sûr que c'est seulement dû à l'activité humaine? Le réchauffement climatique, demande Hugues, est-il dû à l'activité humaine ou à d'autres phénomènes physiques? On sent cette question, alors que Alain, lui, dit que le catastrophisme est toujours plus facile à vendre. Voilà. Peut-être pour introduire notre sujet. Alors, le climat à la surface de la Terre, il dépend de plusieurs facteurs. Des modifications de l'orbite terrestre, de l'axe de rotation de la Terre, de l'activité magmatique, et puis bien évidemment des modifications de l'intensité du rayonnement solaire. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir, une percussion avec des corps spatiaux, par exemple, etc., qui peuvent amener comme ça des changements conséquents. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès lors que nous parlons de climat, c'est dans une interaction et une articulation avec la vie. Le déploiement de la vie a modifié le climat à la surface de la Terre, et les modifications climatiques, elles ont eu un effet sur le déploiement de la vie. Voilà, donc ça c'est la façon, j'ai envie de dire, dont fonctionne cette articulation entre climat et puis biosphère depuis maintenant plusieurs centaines de millions d'années. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai passé des années de ma vie à lire des articles scientifiques les uns après les autres, dizaines après dizaines, centaines après centaines, et à essayer de comprendre ce qui se passe, mais vraiment en écoutant, enfin en arrêtant d'écouter plutôt tout discours politique, militant, idéologique, etc. et en me concentrant vraiment sur les faits scientifiques pour essayer d'avoir un rapport au réel qui soit un rapport médié par les faits scientifiques. Parce que, de fait, aujourd'hui, on perçoit certains éléments dans le rapport au réel, on perçoit qu'il fait de plus en plus chaud l'été, qu'il fait de plus en plus sec. Il y a des inondations, des orages. Il y a des inondations, etc. Mais en même temps, des catastrophes naturelles, on en a toujours eu, etc. Et donc, il nous revient d'avoir une autre médiation que nos sens dans le rapport au réel. Et c'est là toute la puissance des savoirs scientifiques. Donc oui, de fait, sans aucune ambiguïté, le dérèglement bioclimatique actuel, il est aujourd'hui dans celui qui advient là, tout au cours du XXe siècle et puis qui se manifeste avec de plus en plus d'intensité en ce début du XXIe siècle, il est le fait des activités humaines. Et c'est problématique. La capacité de maîtrise des écosystèmes par les activités humaines, aujourd'hui, elle est compromise dans les années et dizaines d'années qui viennent. Et ça, c'est extrêmement grave, problématique. Ça doit, de fait, nous alarmer, nous mettre nos sens en éveil pour essayer de trouver le chemin pour garantir une pérennité de la vie humaine en société, une pérennité d'une vie humaine digne et qui permette de contenir l'emballement bioclimatique. Voilà, c'est le sens de l'importance de notre échange autour de la transition énergétique. On peut prendre une autre image, et si de fait la banquise fond, elle ne va pas se recréer du jour au lendemain parce qu'on aura fait des efforts en termes de transition énergétique. C'est des cycles qui sont beaucoup plus longs. Juste ajouter à ce que vient de dire Nathanaël, c'est que ce changement climatique qui est là, qui est devant nous, a des conséquences d'autant plus graves sur les pays les plus pauvres. Tout à fait. Et les problèmes de déplacement de population, de famine, de sécheresse vont impacter sur cette planète beaucoup les pays du Sud, au sens pays en développement. Et ça, je dirais, d'un point de vue
éthique et morale, c'est aussi une interpellation que d'ailleurs a très bien faite et que fait très bien le pape François, notamment dans son encyclique Laudato Si. Alors, l'énergie électrique, elle est au cœur de la transition énergétique que l'ensemble des pays sont invités à vivre. On peut parler de la France, ou en tout cas des pays occidentaux, et plus largement. Est-ce que vous pourriez faire un petit panorama pour ceux qui ne percevraient pas très bien quels sont les enjeux autour de l'électricité aujourd'hui? Je pense que les enjeux de l'électricité, c'est la croissance de l'électricité. Pour faire simple, quelques chiffres. Pour atteindre l'objectif net zéro carbone, c'est-à-dire un équilibre du carbone, parce que c'est quand même la cause principale du changement climatique, du dérèglement climatique. En 2050, il va falloir multiplier par 3 la production d'électricité dans le monde. Et à l'intérieur de cette production d'électricité, multiplié par 5, on y reviendra, la production nucléaire. Je vous donne un autre chiffre qui est très frappant. Entre maintenant et 2030, l'augmentation de la production d'électricité, de la consommation d'électricité dans le monde est équivalente à ce que les États-Unis et l'Europe aujourd'hui produisent. Donc imaginez l'addition de toute la production, consommation d'électricité en Europe aux États-Unis aujourd'hui. Il faudra rajouter facteur 2 d'ici 2030. Oui, parce qu'on n'utilise plus, en clair on peut le dire, on n'utilise plus les énergies fossiles pour faire tourner des moteurs, faire tourner les industries. Donc il faut de l'électricité pour remplacer. Alors pourquoi ça? Effectivement, vous l'avez très bien dit, l'électricité va remplacer les énergies fossiles. Enfin, c'est un objectif majeur. Va se développer dans les mobilités, la mobilité électrique, le transport, voiture, train. Et c'est un fait aussi, le numérique est un très très grand consommateur d'électricité. Donc tous ces facteurs réunis font que c'est plus d'électricité. Alors comment faire pour avoir plus d'électricité, ce qui est une nécessité, et moins de CO2, c'est la question de cette transition énergétique. Sachant que l'électricité n'est pas une énergie verte en soi, parce que tout dépend comment on la produit. Voilà. C'est juste, on donne quelques repères pour après rentrer dans le cœur du débat. Mais... Alors, voilà, donc c'est dans ce cadre que j'ai beaucoup travaillé en Grande-Bretagne sur ce sujet, et je crois qu'il est important de se dire il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de baguette magique. Par exemple, s'agissant du nucléaire, dont on pourra reparler, ce que je pense, c'est que le nucléaire n'est pas la solution magique, c'est pas la seule solution. Mais il n'y a pas de solution sans nucléaire. C'est pour ça que j'ai ce chiffre. Facteur 3 pour l'électricité, et à l'intérieur de ce facteur 3, facteur 5 pour le nucléaire. Donc c'est un des enjeux de la transition énergétique. Oui, parce qu'on peut produire, c'est pas forcément le cas en France, à partir du charbon, mais aussi l'électricité à partir du gaz. Du gaz, du charbon, du pétrole, toutes les énergies fossiles. Et Dieu merci, à travers l'énergie renouvelable, le solaire, l'éolien. Et l'autre grande énergie décarbonée, c'est le nucléaire. Sur ce point, sur la transition énergétique, Nathalie, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, comme ingénieur hydraulicien, c'est un oubli les barrages. L'hydraulique, oui. les grands barrages, les barrages, les stations de pompage que nous avons en France. Et peut-être qu'on en reparlera, mais il y a un grand projet dont je me suis occupé dans ma vie professionnelle, qui est au Laos. C'est un des plus grands projets hydroélectriques du sud-est asiatique, 1000 mégawatts, et qui est un exemple d'énergie décarbonée, mais aussi de développement durable. Tout le travail que nous avons fait avec la Banque mondiale pour le relogement des populations, pour le développement de l'économie locale, pour le soutien de la biodiversité dans cette partie du Laos, sur un affluent du Mékong, est exemplaire. Donc l'hydraulique est évidemment une des grandes énergies décarbonées. Alors, premier temps de débat, Nathalie, moi j'aimerais bien vous entendre, Vincent, sur la question sobriété ou croissance, maintien de la croissance. L'une des lois en France qui encadre cette transition, c'est la loi de 2015 qui prévoit une baisse drastique de la consommation. Il y a plusieurs questions qui nous ont été transmises sur la consommation.
Est-ce qu'il faut chercher un même niveau de consommation ou est-ce qu'il faut la décroissance, Nathanaël? Est-ce que vous avez des questions ou un point de débat à soulever à Vincent sur ce point? En tout cas, moi, la façon dont je vois le monde, à partir de là où je suis, en fait. Et donc, là où je suis, c'est à partir d'une socialisation, d'une immersion dans ces articles scientifiques et à partir de ces savoirs. La plongée dans ces savoirs, moi, a généré une conviction, une seule. C'est le fait que l'emballement bioclimatique doit être contenu. Et nous devons tout faire pour contenir l'emballement bioclimatique. Pourquoi ? Parce que je visualise l'ampleur de la fragilisation de la vie humaine en société dans un contexte bioclimatique qui continue de s'emballer. Donc voilà, je n'ai pas d'autre conviction que celle-ci, j'ai envie de dire. Voilà. Après, comment faire pour contenir l'emballement bioclimatique ? Et là, de fait, j'ai envie de dire, comme beaucoup de personnes, j'aime la croissance, j'aime avoir plus. Enfin, il y a chez moi quelque chose de l'ordre d'un plaisir du toujours plus, etc. Et en même temps, j'identifie bien aussi que c'est à cet endroit-là, cette hubris, que les Grecs appelaient l'hubris, la folie de la démesure, ou du toujours plus, ce côté insatiable chez nous, qui s'est matérialisé en tout cas dans le déploiement et le développement techno-industriel de notre civilisation, mais qui peut aussi, je pense, je l'espère vraiment, se réorienter dans quelque chose qui soit plus... qui peut par exemple, il y a certaines activités qui ont une empreinte environnementale très, très contenue et dans lesquelles il peut, dans le sport, dans l'activité intellectuelle, dans l'activité culturelle, etc., où l'hubris peut être vécu sans destruction. Nathanaël est né en 1980. Tout à fait. En 1980, j'étais avec mon épouse au Parc des Princes pour accueillir le pape Jean-Paul II. Et parmi les belles choses qu'il nous a dites ce jour-là, il y en avait une qui m'a frappé. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Il avait raison. Et vous avez aussi parlé de la Grande-Bretagne. Je trouve que j'ai bien connu le prince Charles à l'époque, le roi d'aujourd'hui. Et il avait une formule to make cool, to use less. C'est-à-dire avoir du plaisir à consommer moins. Je pense que nous avons tous des désirs qui sont infinis, mais le monde est fini. Donc je pense, comme vous, que la sobriété dont vous parlez est quelque chose de très important. Il y a une des vertus cardinales qui s'appelle la tempérance. Et c'est l'opposé de l'hubris dont vous parliez à l'instant. Et je crois qu'il y a à la fois un souci d'efficacité, efficiency, performance, qui doit rester un moteur, parce que la performance, c'est stimulant, c'est valorisant. Mais il y a un autre mot qui est sufficiency, la suffisance. Ne pas aller au-delà de ce qui est suffisant. Et la décroissance ? La décroissance n'est pas situé par rapport à ça. La décroissance n'est pas une solution. Ce qui est un objectif, je dirais, à la fois anthropologique et philosophique, c'est ne pas gaspiller. La société de consommation ne rend pas les hommes heureux. Il faut savoir consommer moins. Mais la croissance est aussi source de progrès. Les jeunes qui s'engagent aujourd'hui, on a besoin de leur donner un espoir, un avenir. L'idée que nous soyons trop nombreux sur cette planète est une triste idée. Donc vous voyez, il faut trouver ces nouveaux équilibres dans un monde qui est fini, avec des ressources qui sont finies, mais dans lequel, et notamment avec un souci d'équité dans la redistribution des ressources naturelles, tout le monde y trouve son compte. J'ai été récemment en voyage au Vietnam, j'ai parlé du Laos, je pourrais parler de l'Afrique. Ce sont des pays qui se développent et leur dire stop la croissance, ce que les pays développés ont fait, forget it, c'est pas la bonne réponse. Alors, et puis fondamentalement, je pense que la croissance, c'est croître, et croître en qualité. Moi, sur ce point-là, alors si on prend quelques chiffres, par exemple, dans le cadre des accords de la COP21 en 2015, ce qui nous est dit, la traduction par rapport à la France, c'est nous devons essayer nous devons atteindre un budget carbone par personne, budget équivalent carbone, aux alentours de 2 tonnes. Et aujourd'hui, on est à 10 tonnes. C'est-à-dire, en fait, on a
27 ans, si on souhaite respecter le cadre des accords de Paris, pour diminuer en fait par 5, c'est-à-dire de 80%, l'empreinte environnementale de la vie d'un Français. Et alors moi, face à quelque chose comme ça, je ne vois pas d'autre chemin que d'imaginer de façon complètement, radicalement différente l'organisation de la vie en société, la vie, le monde, etc. Non pas en positionnant la décroissance comme une finalité, alors elle ne l'est en aucune façon. Et moi, à 3 reprises, j'ai eu l'occasion de diriger des établissements. Jamais je me suis pointé vers mon conseil d'administration pour la bonne nouvelle, on va décroître. Mais non, c'est impossible quand on est dirigeant en situation d'exercice. Voilà. En revanche, il nous revient ensemble, à l'Assemblée, enfin en tout cas, je suis attaché à la démocratie, donc voilà, dans les chambres. Qui reste la meilleure des solutions. Pour moi, ça c'est clair et net. Contrairement à ce que disait Churchill, disant que c'est la pire des solutions, excepté les autres. Et donc de débattre pour se dire, mais alors, quelles sont les activités qui ne sont pas nécessaires et que nous devons arrêter, c'est-à-dire que pour moi, c'est à cet endroit-là que se situent les enjeux de la pérennité du développement des sociétés humaines, et de décider ensemble, voilà, ce qu'on continue, là où on met une empreinte environnementale, et là où on arrête. Je suis tout à fait d'accord sur cette empreinte carbone, qui est un emprunt sur les générations futures. Tout à fait. Et je donnais l'exemple de la mobilité électrique. C'est pas parce qu'on arrivera à électrifier toutes nos voitures, toutes nos bicyclettes et tous nos trains qu'il faut ne pas restreindre nos déplacements. Je crois qu'il faut trouver cet équilibre. La technologie va beaucoup aider, mais les choix individuels vont être absolument essentiels. Et dans bien des égards, il faut changer effectivement notre relation à la consommation, au déplacement. On parle des voitures électriques, il y a justement une question à ce sujet, parce qu'en 2035, en Europe, on ne pourra plus commercialiser de voitures neuves à moteur technique, ce sera des voitures thermique. À moteur thermique, ce sera des moteurs donc électriques. Est-ce que c'est la solution et d'une certaine manière, des téléspectateurs sont un petit peu perdus dans la nature des propositions qui leur sont proposées pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique? Alors, l'utilisation de l'électricité dans le transport est une solution dès lors que l'électricité est produite de façon décarbonée. Et donc il y a une certaine ambiguïté à dire c'est bien si j'ai une voiture électrique, si j'ignore d'où vient l'électricité. Bon, donc c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Donc, je pose la question, pourquoi laisse-t-on croire que la voiture électrique est la solution alors que tous les scientifiques sérieux, disent-ils, savent que c'est une catastrophe écologique dans son ensemble, notamment le retraitement des batteries, ça, on sait que c'est une... Alors c'est un sujet, ceci dit, je pense que comme tous ces sujets techniques nouveaux, sans être naïf, il faut faire confiance à la capacité de la science, de la technique et de l'industrie à trouver des solutions. Mais mon point essentiel s'agissant de la voiture électrique, de l'utilisation de l'électricité dans les transports, c'est qu'il faut que le mix énergétique qui produit l'électricité soit décarboné. Sinon, c'est un leurre. Moi, je veux bien dire juste une phrase sur ce dont on parlait il y a 2 minutes. C'est-à-dire, pour moi, la décroissance n'est en aucune manière une finalité, mais je n'identifie pas d'autre chemin possible aujourd'hui. Bon, voilà, c'était juste pour finaliser. Et de fait, par rapport à la question de nos modes de production énergétique, il faut qu'on arrête impérativement de cramer, d'utiliser la flamme, voilà, qui de fait génère une intensification des gaz à effet de serre et en premier lieu du CO2. Et tout ce qu'on va faire pour électrifier, de mon point de vue, c'est alors électrifier et puis derrière avec des modes de production de l'électricité, bien sûr, hein, qui décarbonent, hein, ça c'est clair et net. Plus d'électricité pour moins de carbone. Voilà, tout ce qu'on va pouvoir faire dans ce sens-là, de fait, c'est très très bon. Pardon, je reviens juste sur ce point, Vincent, vous dites, mais faites confiance à ceux qui produisent, aux chercheurs, aux scientifiques, pour trouver des solutions. En l'occurrence, on a bien vu dans la phase dont on essaye de sortir qu'il a fallu une forme d'arrêt sur la production industrielle dans son mode carboné. Il a fallu une forme de contrainte pour pousser à ce que les chercheurs et les industriels passent d'un modèle à un autre. Et on voit bien que c'est pas si facile. C'est un équilibre. Je pense que moi, ma vision de la société, de façon un peu plus large, c'est l'équilibre entre les entreprises, indispensables, l'État stratège, l'État régulateur, et les citoyens.
Vous savez, une expression de Margaret Thatcher, là, qui, dans les années 80, a bousculé son pays, qui avait peut-être besoin d'être secoué, parce qu'il était un peu à genoux, en disant « je ne sais pas ce que c'est que la société ». Elle voulait dire par là qu'elle croyait d'abord et avant tout à l'individu, à sa capacité de prendre des responsabilités et d'être responsable. Alors, je suis bien entendu très respectueux de cet aspect de la vie en société, que les individus soient responsables, soient respectés, prennent leurs responsabilités, soient engagés, n'attendent pas tout de l'État. Mais on a besoin d'un État fort, d'un État stratège, d'un État efficace, d'un État bien géré, à côté du monde des entreprises, où il y a de l'innovation, où il y a des investissements, et avec les citoyens. C'est ce triptyque État, citoyen, entreprise, cet équilibre, ce right balance, comme on dit en anglais, qu'il faut préserver. Et qui apportera les solutions aux grands enjeux sur lesquels nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Et pour moi, la figure de l'État dont on a besoin aussi, c'est un État qui soit solidaire et régulateur, et qui permette aussi, qui nous permette de aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'expérience démocratique? L'expérience démocratique, elle est très liée à l'idée de liberté. C'est un peu, je fais ce que je veux quand je veux, d'une certaine façon, l'expérience intime qu'on peut avoir comme ça de la démocratie. Et il me semble qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est qu'on éprouve l'expérience démocratique comme déjà, d'abord et avant tout, articulée à l'idée de limite. C'est-à-dire, la démocratie, c'est je suis confronté à des limites. Mais l'adage populaire le dit bien, ma liberté s'arrête là où commence celle du voisin, là où commence celle de celui qui n'est pas encore là, mais pour qu'il puisse advenir, il va falloir que ma liberté soit contenue. Et d'un État qui pose des limites à la maximisation des intérêts individuels, des limites dans l'organisation des sociétés, des collectivités, etc. Et pour l'instant, on l'attend et on le cherche. Pardon, mais du coup, vous faites, comme Vincent, vous dites que vous faites confiance aux industriels pour s'autoréguler ? Ah non, absolument pas. Là, justement, j'attends ça de la part de l'État et de la démocratie avec entreprise, État et citoyen. Et donc c'est cet équilibre qu'il faut toujours préserver. Mais ce que vous avez dit, Nathalie, sur la liberté est très fort. Je crois qu'il y a un mot qui va avec liberté. C'est pas moi qui ai inventé ce diptyque. C'est responsabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ont un peu de mal avec la liberté parce qu'ils ont aussi un peu de mal avec la responsabilité, le sens de la responsabilité. Alors c'est aussi un élément de la réponse, se sentir responsable par rapport à la société d'aujourd'hui et par rapport aux générations. Ça peut être le cas dans les milieux industriels que vous avez côtoyés pendant des dizaines d'années. Moi, je crois aux entreprises, je crois à l'industrie. Je peux être témoin, parce que j'en étais aussi acteur, que la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est un des grands thèmes de ces dernières années, est devenu un sujet majeur. Raison d'être, responsabilité sociale d'entreprise. Il n'y a pas une entreprise qui a un minimum de conscience et aussi de ses intérêts qui n'adhère à ces objectifs. La doctrine sociale de l'Église, les gens n'en parlent pas parce que c'est peut-être pas trendy, mais elle est de plus en plus en pratique dans ces grandes évolutions. La raison d'être, responsabilité de l'entreprise, dignité, subsidiarité, solidarité. Et j'ajouterai un troisième mot qui est responsabilité. Donc, moi je crois que le monde des entreprises a besoin de peut-être mieux faire connaître comment il est attaché à cette responsabilité sociale, environnementale et éthique. Et d'ailleurs, comment pourrait-elle motiver les nouvelles générations, attirer et retenir des jeunes si ces valeurs n'étaient pas très présentes. Et en même temps, il me semble quand même que l'activité économique des entreprises, elle doit être davantage accompagnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, si je voulais monter une entreprise, aujourd'hui j'ai le droit, l'autorisation de monter une entreprise de nœuds papillons, de textiles, etc. dans quelque chose qui peut-être n'est pas essentiel. Je lance ça, je le lance dans le débat. Je suis pas en train de dire j'interdis la production textile en France, absolument pas. Mais dans des éléments qui sont pas nécessaires, pas nécessairement vitaux ou nécessaires pour la pérennité de l'aventure humaine. Et à cet endroit, à aucun moment le législateur n'intervient. Le citoyen intervient. Je pense que si une entreprise a un produit qui diverge avec le bien commun, le citoyen réagit. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? Je pense qu'il faut faire de plus en plus confiance aux citoyens.
Vous faites confiance à la démocratie, oui. qui est un lieu de débat, et le débat enrichit. La citoyenneté, vous savez, j'ai une formule dans mon livre, l'entreprise n'est pas une île. Les collaborateurs de l'entreprise ne sont pas un archipel. Et les parties prenantes font partie du même continent. Je reviens sur mon thème, le triptyque État, entreprise, citoyen. Au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Il faut trouver ce juste équilibre. Et ne pas être trop sceptique par rapport à ça, même s'il y a des contre-exemples, bien entendu, qui choquent, qui heurtent. Oui. Mais la recherche du bien commun, je pense, fait de grands progrès. Et en tout cas, moi, j'ai vécu 40 ans dans une entreprise qui n'a pas que des qualités, mais et comme chef d'entreprise en Grande-Bretagne, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que j'ai pu mettre en œuvre avec mes équipes et qui est un grand sujet de satisfaction et a été un grand sujet de performance et de motivation des salariés. Donc, il faut se faire confiance. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut en tout cas accorder de la confiance aux citoyens, ce qui est aussi derrière une forme de responsabilisation. Oui. Ça, c'est sûr, bien sûr. Mais pour ça, encore faut-il avoir des savoirs. Et aujourd'hui, le corpus des savoirs scolaires, par exemple, il n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, il y a 1 an, dans l'épreuve de baccalauréat de sciences économiques et sociales, SES, dans le parcours de spécialité là, du nouveau bac, le sujet d'examen, c'est à l'aide d'un exemple, vous démontrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Ça, c'était le sujet d'examen. Donc, à l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Bien sûr, l'innovation en tant que telle a de la valeur, a de l'intérêt, de déployer sa créativité, etc., pour chercher, pour avancer. Comme chercheur, je suis justement à l'affût de l'innovation, mais pas pour repousser les limites écologiques de la croissance. Ça, c'est de l'obscurantisme. C'est-à-dire, de fait, il y a des limites, vous l'avez signifié, le système Terre est un espace limité, et là, il nous revient d'arriver justement à être dans quelque chose de plus tempéré, dans un contrôle et une maîtrise, une éducation de l'hubris naissant, j'ai envie de dire, chez un individu. Et pour ça, il faut des savoirs, et aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur des enjeux, et c'est d'autant plus la raison pour laquelle j'appelle une force, j'ai envie de dire, du côté de l'État pour contenir, pour encadrer l'activité économique. Si vous me permettez, une réponse brève, et ensuite je voudrais qu'on aborde la question du nucléaire et de la diversification justement des sources d'énergie. Est-il vraiment raisonnable, demande Michel, de légiférer aussi sévèrement pour prohiber tout recours à des énergies fossiles en l'absence de réelles alternatives techniques viables et économiquement raisonnables? Les mots comptent. Oui, alors le problème c'est le calendrier. Oui. Si on fait tout en pensant qu'en claquant dans les doigts ça va se passer, alors que le terrain n'est pas prêt, que les industries ne sont pas prêtes, que les comportements ne sont pas prêts. Par contre, quand on parle de transition, ça veut dire qu'il y a un point de départ et puis un point d'arrivée. Est-ce que vous pensez, Vincent, que les points d'arrivée est raisonnable aujourd'hui? L'objectif net zéro 2050, il est ambitieux, mais il n'est pas irréaliste. Et il est surtout très nécessaire. Et est-ce qu'on tient le tempo, est-ce qu'on tient le rythme? On progresse. On n'est pas complètement assuré aujourd'hui, en 2023, de tenir tous ces objectifs. Et il y a des débats. La COP21 a fixé un cap, 1,5 degré. Cet objectif reste difficile à atteindre. Les différentes COP qui se sont succédées ont été certains des succès mitigés. Il y a tout le problème du financement de ça. Mais à mes yeux, il est incontestable que les dirigeants, les responsables d'entreprise et les citoyens, donc ces 3 éléments de mon triptyque, sont mobilisés. Alors, c'est aussi un message d'espoir, parce que la situation est difficile, elle peut paraître dramatique, elle peut paraître désespérée, et rien n'est pire que de désespérer les gens. J'ai parlé de la tempérance comme vertu cardinale, il y a le courage aussi. Les vertus cardinales. Ça, je pense que je pense que plus que jamais, nous avons besoin de courage, ça c'est sûr.
C'est-à-dire que, par exemple, je propose juste qu'on s'arrête 30 secondes sur le mot de transition. Parce qu'on a eu comme véhicule notionnel celui de développement durable pendant des années. Développement durable qui a permis une sensibilisation sur une certaine facette écologique, mais derrière sur fond vraiment de développement, dans une logique de développementale qui est plutôt croissantiste en fait. Aujourd'hui, on entend parler un peu de croissance verte. Et puis il y a le terme transition qui s'est positionné comme ça, comme un allant de soi. Moi, à nouveau, l'endroit à partir duquel je vois le monde, c'est vraiment les savoirs biogéophysiques sur la question bioclimatique. En fait, quand on regarde les choses à partir de là, c'est-à-dire dans le réel médié par les savoirs scientifiques, en fait, il n'y a pas de transition. Il y a de la rupture. C'est-à-dire il y a des équilibres systémiques qui peuvent être rompus et qui peuvent amener de la rupture. Et donc le terme de transition, c'est facile de parler de transition parce que derrière l'idée de transition, il y a l'idée de passage d'une forme à une autre qui se fait comme ça dans un continuum. Et il me semble que ça, c'est pas il me semble, j'en suis absolument sûr, c'est un leurre en fait. Il n'y a pas de transition. Devant nous, il y a soit une rupture au niveau du fonctionnement du système Terre qui conduit à un chaos civilisationnel, soit une rupture socio-économique et politique qui contient l'emballement du système Terre. Je pense qu'on est sur un chemin d'une transition qui va nécessiter un certain nombre de ruptures. Voilà. Vincent, vous avez évoqué... Vous êtes très fort, Vincent. Vincent, vous avez... On pourrait aller dans le sens de transition. En fait, c'est transition, pour le coup, transition avec le sujet suivant, c'est le fait qu'en France, on a déjà connu une transition énergétique. Dans les années 70, on avait du charbon et du fossile, du pétrole. Et en une décennie, un peu plus, on est passé à 75% de production nucléaire. Bel exemple de transition énergétique réussie à l'échelle d'un pays. Donc c'est possible. Vincent, justement, vous parlez de nucléaire. Il y a un certain nombre de questions sur l'énergie nucléaire. Pourquoi a-t-on écarté en France un temps l'énergie nucléaire dans le mix énergétique? D'ailleurs, la loi de 2015 dit qu'il faut descendre, vous savez peut-être ça mieux que moi, à moins de 50% de la production. Cette loi est obsolète. Voilà. Mais on aura loi de 2015. On aura à la fin de l'année une nouvelle loi, une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE pour le jargon. C'était quoi? Ça veut dire qu'en 2015, c'était une approche plus idéologique? Oui. Voilà, oui. c'est réponse courte. Et l'idéologie divise. Ou en tout cas pas pragmatique, pas assez pragmatique. L'idéologie divise et le pragmatisme unit. On est aujourd'hui dans une époque vous le dites aussi dans votre livre. Pragmatisme. Il y a des questions, par exemple, de Jean, de Christiane, qui parlent d'efficacité des panneaux photovoltaïques. Jean se dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre des panneaux solaires sur le toit des églises? Il est belge, alors il parle de la Wallonie. Ou alors Christiane qui s'interroge sur le changement de sa chaudière. Elle a arrêté le fioul et maintenant elle a une grosse consommation d'électricité. C'est complexe pour elle en termes économiques. C'est des questions très concrètes. Comment on peut les relier à la réalité du problème d'ensemble que nous faisons face? Est-ce que c'est dérisoire? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est majeur? On ne sait plus comment relier les problèmes du quotidien, de notre quotidien. On parlait de voiture électrique, est-ce qu'il faut que je change de voiture ou pas? À la réalité d'ensemble. On est un peu perdu. Tout à l'heure, on parlait de brouhaha. Il y a plusieurs sujets importants qui sont évoqués là par vos auditeurs. Téléspectateurs. Je pense notamment l'idée que j'avais jamais entendue encore de panneaux solaires sur les toits des églises. Je crois que c'est le pape François qui dit si on ne donne pas le goût de la beauté aux êtres humains, on les prive de l'essentiel. Donc je pense qu'on ne peut pas défendre une écologie intégrale sans aussi défendre ce qui est beau. Et quand des panneaux solaires défigurent une cathédrale, on est à côté de la plaque. Même chose si des éoliennes viennent complètement détruire un paysage qui motive, qui mobilise, qui unit un territoire. Donc il faut faire attention à tous ces sujets et avoir beaucoup de tempérance. Ceci étant, comme toute nouveauté technique, il y a des opérations qui sont faites où la qualité n'est pas au rendez-vous. Il y a des tas d'exemples. Mais tout ceci est en train d'évoluer. Et je pense qu'à la fois sur le solaire et sur l'éolien, on doit arriver, il faut qu'on arrive à des solutions qui soient respectueuses. Mais il faut accentuer. À la fois de l'environnement, du processus industriel, des populations, pour que l'objectif de décarbonation
qui est un objectif majeur, qui est vital, soit atteint par des moyens qui soient appropriés. Voilà. Il faut faire le tri, il faut faire du retour d'expérience, il faut voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, et puis avancer. Sur le nucléaire. Oui. Que voulez-vous que je vous dise? Comment vous regardez cette évolution à la fois la loi de 2000. La bonne nouvelle, c'est que depuis, je ne vais pas faire de politique ici, mais depuis février 2022, discours de Belfort du président de la République, le cap a été refixé avec un programme de construction de 6 EPR, potentiellement suivi de 8, et éventuellement complété, si les conditions le permettent, par des réacteurs de moyenne taille ou de petite taille. Donc, vous dites ça, Vincent, parce que ça donne raison à tout votre engagement professionnel de ces dernières dizaines d'années. Non, mais je m'en réjouis parce que c'est une bonne décision pour la France et pour l'industrie française. La transition énergétique est un énorme challenge. Je suis d'accord avec vous. Mais la France a des atouts. Parce que précisément, elle a un parc qui est très largement décarboné, avec le nucléaire et l'hydraulique. N'oublions pas les quelques 20% d'hydraulique. Donc on aborde ce challenge en position de force. Pourquoi on a semblé perdu à un moment? Deuxième élément, si vous permettez, qui est positif, c'est la géopolitique. On a bien vu aujourd'hui que l'Allemagne, qui diverge en point de vue politique et énergétique, puisqu'elle est anti-nucléaire, elle est quand même prise à contre-pied par les événements provoqués par la guerre de M. Poutine en Ukraine. Elle est prise à contre-pied. Donc la France n'a pas que des qualités, loin s'en faut, mais je vois deux atouts pour être optimiste. Son mix énergétique aujourd'hui, qui est déjà très décarboné, et une géopolitique qui va dans le sens de ce qu'elle a défendu. Voilà. Alors, en pratique, l'important, c'est la mise en œuvre. Bon. Est-ce que le nucléaire nécessite de la continuité dans les décisions politiques, vraiment pérennité pour que la route tracée soit stable, et une organisation industrielle très coordonnée, EDF bien sûr, mais toute la filière nucléaire et tous les acteurs du nucléaire. Il y a un effort à faire et ça a été fait avec la création d'un délégué interministériel qui coordonne tout ça. Et je pense que l'alliance des acteurs est la clé. Le pragmatisme l'a emporté sur le débat sur le nucléaire, Nathanaël? Alors, le débat sur le nucléaire, c'est vrai que à chaque fois qu'on aborde cette question-là, à partir du contexte environnemental, bioclimatique, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est plus tellement le moment de savoir s'il faut ou pas déployer l'énergie nucléaire. On y est. C'est le débat qui n'a pas eu lieu il y a quelques dizaines d'années, de savoir est-ce que c'est le bon choix énergétique. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. De fait, notre mode de production énergétique, il est en bonne partie en France nourri du nucléaire, qui a tout un tas de vertus, ça c'est clair, enfin c'est indéniable, et puis il y a des risques. Voilà, et de fait les risques, on ne peut pas non plus les nier, et la guerre de M. Poutine en Ukraine, de fait elle a souligné, comme vous le disiez, certaines limites des choix stratégiques allemands, et puis aussi la dangerosité aussi des centrales, avec le jeu à un moment donné de Poutine de tirer autour des centrales, etc. Bon voilà, un jeu qui est extrêmement anxiogène, quoi, d'une certaine façon. Et plus globalement, par rapport à la question des risques bien au-delà des risques nucléaires, mais le deuxième volet du 6e rapport du GIEC, il portait tout sur la question des risques. Et face aux risques, en fait, il y a un élément qui est essentiel, qui est déterminant, je pense qu'il faut qu'on puisse nommer. C'est le régime, c'est la diminution de la consommation énergétique, là en l'occurrence, etc. Et en fait, on n'a pas des solutions techniques qui nous préservent en fait des risques autres que de fait quelque chose de l'ordre du régime qui incombe à chacun et puis aussi à nos sociétés, c'est-à-dire en posant un cadre qui soit suffisamment sécurisant. Et aujourd'hui, c'est pas suffisamment le cas de mon point de vue. Réponse brève, est-ce que le fait que, en tout cas pour la France, il y ait peut-être un peu plus de clarté sur ce rapport à l'énergie nucléaire et donc aux sources de production électrique, est-ce que ça peut permettre de clarifier
les modalités d'action, le discours politique, la compréhension et la lisibilité du côté des citoyens? Le premier élément de réponse, les opinions publiques, les sondages montrent un revirement, en faveur du nucléaire de l'opinion publique française. Bon, il y a Jean-Marc Jancovici qui a beaucoup contribué à cela, et puis le réalisme, le pragmatisme. Voilà. Donc on a un atout, il faut pas le perdre, il faut au contraire le développer. Et je pense que ce support de l'opinion publique est un élément essentiel du consensus, notamment du consensus politique, dans lequel les industriels peuvent inscrire leurs plans qui sont sur le temps long. C'est très important d'avoir cette stabilité et cette visibilité. Nathanaël, est-ce que vous pensez qu'on a plus de visibilité aujourd'hui? Petit temps de réflexion. C'est-à-dire que... Je vais vous dire, j'ai une réponse qui est un pas de côté, en fait, d'une certaine façon. Ce dont on a besoin fondamentalement, de mon point de vue, c'est de radicalité. Mais d'une radicalité qui soit à distance de tout extrême, et d'une radicalité qui, à tout moment, refuse la violence, comme moyen qui pourrait être légitime de l'action. Voilà. Une radicalité du latin radix, ce qui veut dire racine. Prenons les choses à la racine. Et à la racine à la fois du sens, de la signification de notre présence sur Terre, et de la racine de la façon dont on va continuer d'aménager nos espaces de vie. C'est le propre du vivant que d'aménager de tout vivant, d'aménager un espace, un environnement. Donc les petites actions de chacun des citoyens, c'est important. Par contre, du coup, moi, je me différencie vraiment par rapport à la politique des petites actions. Vraiment, je pense que nous devons politiser les questions environnementales, c'est-à-dire les faire rentrer davantage dans le débat et poser un cadre, des limites, des règles, des lois qui contiennent les actions individuelles. Et ne pas simplement demander à chacun de faire un effort, etc. Si ça ne vous gratte pas trop le cou, merci de mettre un col roulé. Enfin, on a eu une séquence gouvernementale sur cette question à un moment donné. Parce que ça ne change pas assez le paradigme? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait... Les deux sont nécessaires. Il faut que chacun d'entre nous fasse les petits gestes ou les grands gestes qui contribuent à la solution ensemble. Dans un cadre qui soit organisé. Il ne faut pas se tromper, en tout cas, à la fois d'objectifs et de résultats obtenus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la logique que chacun fasse sa part, évidemment, il y a quelque chose de fondamental, c'est la part que chacun fera à notre place. Voilà. Et puis c'est le sens de la responsabilité. Tout à fait. Non, mais de fait, sinon on désindividualise, on désingularise. Autant je suis en désaccord avec Mme Thatcher par rapport à la question de la société. La société existe, doit exister, etc. Mais alors, il est où le mais constituée d'individus responsables, d'individus attentifs, etc. Pardon, et donc, pour moi, ce qui est fondamental, c'est que à l'Assemblée nationale, tout un tas de débats arrivent sur toutes les activités qui tissent notre quotidien, pour qu'on décide, mais ça, on continue, on arrête, dans quel cadre, etc. Et pour l'instant, les questions environnementales, elles sont prises très souvent à l'envers, en disant, tiens, là, il y a quelques espèces en moins, ou etc., mais pas articulé au problème déterminant qu'est le moteur, notre moteur économique qui, pour l'instant, est dérégulé. Voilà. Dans votre livre, Vincent de Riva, We Need Power, Don't We, vous évoquez la visite de Benoît XVI en milice au Royaume-Uni, qui intervient au palais de Westminster dans un très grand discours. Je renvoie volontiers les téléspectateurs à l'intégralité de ce discours. Vous en citez quelques extraits. Moi, je voudrais juste relayer cette invitation, disait Benoît XVI. Je veux vous inviter, dans vos sphères respectives d'influence, à trouver les moyens et les voies de promouvoir et encourager le dialogue entre foi et raison à tous les niveaux de la vie de la nation, précisément pour contribuer à son évolution, à son progrès, à son développement. Et il rappelait l'importance du développement humain intégral. On peut ajouter évidemment cette attention à la maison commune. Peut-être que je voudrais vous entendre l'un et l'autre, chacun sur ce sujet, en quoi les chrétiens peuvent avoir une part importante à prendre dans ce thème qui nous réunit, la transition énergétique. Vous évoquez cette visite d'État de Benoît XVI en 2010 en Grande-Bretagne. J'ai eu la chance d'être témoin et d'être invité avec le reste de la société civile sur le hall de Westminster pour écouter ce discours absolument magistral sur le dialogue nécessaire entre la foi et la raison, entre
les politiques, les responsables politiques et les religions. Et Vincent, du coup, en quoi le dialogue foi et raison peut éclairer ces réflexions, notre réflexion sur la transition énergétique, sur les grands défis écologiques auxquels la planète est confrontée? La planète est un don de Dieu, la vie est un don de Dieu, et si la vie et la planète ne marchent pas ensemble, je crois que au fond, le respect de la nature qui nous est demandé, en fait, c'est un appel à ce que l'homme ne soit pas déconnecté de la nature, parce qu'un homme déconnecté de la nature est un homme écartelé. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune, dit le pape François. Nathanaël, brièvement. Il y a quelque chose dans la tradition chrétienne, dans cette façon de cultiver l'espérance, qui est absolument essentielle. Et en ce sens, nos démocraties ont besoin des religions et de fait ont besoin des chrétiens pour essayer de travailler à cette espérance, et à nouveau une espérance qui soit à la hauteur des enjeux, qui soit intellectuellement honnête, qui soit consistante, qui vienne nous nourrir, voilà. Merci de nous rappeler à la fois la vocation et la mission et le défi qui se présente aux chrétiens. Merci beaucoup à tous les deux. Est à surmonter. Je rappelle vos différents ouvrages. Vincent de Riva, We Need Power, Don't We, pour Nathanaël, Qui sauvera la planète, et puis Vortex qu'on a cité. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat, évidemment qui ne se limite pas à notre échange et qui rejoint les problématiques autour de la sauvegarde de la maison commune. Merci pour votre fidélité, merci pour vos contributions aussi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. À bientôt. Merci, j'étais ravi de faire connaissance. Merci, moi aussi. Nathanaël. Formidable. Merci.